Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour a marqué l'histoire de l'audiovisuel français de son empreinte. Journaliste, animatrice, productrice, réalisatrice, mais avant tout confidente, elle a su avec finesse et humanité briser les tabous et donner la parole à travers ses productions et ses émissions cultes. En principauté, en tant que présidente du jury documentaire et actualité du Festival de télévision de Monte-Carlo, celle que l'on surnomme la psy du PAF nous fait l'honneur de nous recevoir. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce surnom dont on vous a affublé, la psy du PAF? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, on ne peut pas être ou ne pas être d'accord avec un surnom que l'on vous donne. Il vous est donné, même si effectivement ça m'a toujours fait sourire. Je comprenais ce que ça voulait dire en creux, mais les gens confondent souvent l'écoute active, parce que ce n'est pas une écoute passive. Moi, je relance, je suis une journaliste, mais la compréhension des choses, tout de suite, ça est accolé avec psychologie. Et on m'a très souvent demandé si j'avais fait justement une psychanalyse ou des études de psychologie. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et pour la psychanalyse, j'ai souvent répondu que si j'avais fait moi-même une psychanalyse, je ne suis pas sûre et certaine que j'aurais posé les questions de la même façon. Voilà, elles auraient été peut-être plus encadrées, plus retenues, moins libres. Elles auraient été plus dans un carcan. Je comprends ce que je n'ai rien contre la psychanalyse, mais ce n'est pas la même démarche. Je comprends, ça veut dire que si vous vous auriez senti moins spontané parce qu'encadré par une technique. Bien sûr, tandis que là, il y a place à l'imaginaire, même à la poésie, et on sort du cadre, voilà. Et de toute façon, dans la psychanalyse, le psychanalyste ne pose pas de questions. Non, pas vraiment, non, c'est vrai. C'est vrai. De même que le prêtre, parce qu'on m'a parlé aussi de ça, dans la confession, parce qu'on me disait confession, je disais oui, mais un prêtre écoute simplement. Donc à chaque fois, non, moi je suis dans le questionnement, mais effectivement, en donnant une grande place à l'écoute pour mieux relancer, pour mieux entendre aussi ce que l'on me dit, parce qu'on entend aussi à travers les silences. Vous dites on entend à travers les silences. Est-ce que le fait d'avoir de la curiosité ou du travail de préparation, est-ce que ça permet à ces silences de rebondir? Mais bien entendu. Mais en fait, j'ai un petit peu tout pratiqué pour tout vous dire. C'est-à-dire une longue préparation en amont, ce qui permet, et souvent vous le faites plutôt pour des personnalités. Vous voyez, des politiques, des acteurs, des actrices, parce qu'il faut évidemment bien connaître tout ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est très très important justement pour rebondir, comme vous dites, etc. Avec des histoires d'anonymes. Souvent, vous vous retrouvez face à quelqu'un de toute façon que vous ne connaissez pas. Que vous aurez du mal à connaître. Vous auriez du mal, même si parfois, il arrive parfois que vous les ayez rencontrés un petit peu avant, ou qu'une équipe de journalistes, moi quand je faisais mes émissions, j'avais des journalistes qui travaillaient avec moi et qui avaient rencontré, qui avaient ce vilain mot que je n'aime pas, mais qui avaient casté que l'on emploie en général pour la fiction, mais ces personnes, donc déjà me renseigner. J'essayais de ne pas trop entendre. Voilà, et je ne voulais pas vraiment savoir. J'ai rarement rencontré les personnes avant parce que je voulais justement découvrir et ne pas faire une fausse découverte. Vous voyez, ah bon, il vous arrivait ça, etc., etc. Donc j'étais dans cette. J'aime bien la maïeutique, c'est-à-dire cet accouchement par la parole, une espèce de vérité comme ça qui surgit d'elle-même où on est. D'ailleurs, c'est toujours, c'est bouleversant parce que vous découvrez en même temps que la personne une certaine vérité comme ça qui surgissent. Et je trouve ça plus intéressant. Donc, j'ai pratiqué en fait vraiment les deux et pour des personnalités où vous avez besoin de connaître, effectivement c'est comme un background, vous voyez, que vous avez bien vous avez en tête. Une petite idée quand même. Une petite idée, ça vous donne, vous avez surtout tout ce qu'il a fait, mais ça n'a rien à voir avec le questionnement, mais ça peut vous permettre évidemment de rebondir. Moi, ce que j'aime dans l'entretien, c'est d'avoir comme ça en tête une espèce de grande autoroute, vous voyez, un schéma.
Et vous savez bien, puisque vous interviewez, que le plus intéressant, c'est souvent lorsque vous prenez des petits chemins de traverse qu'on n'a pas prévus. Et là, enfin moi, combien de fois j'étais surpris, je me suis engouffrée comme ça dans un petit sentier et j'ai découvert des perles, voilà. Alors, à la place des petits cailloux. À la place des petits cailloux. Est-ce que c'était enregistré en condition du direct? Non. Et c'était heureusement. D'ailleurs, que ce n'était pas enregistré en direct. On me l'a proposé à plusieurs reprises pour ce genre d'émission, surtout pour les. Et encore, je vais vous dire pourquoi. Mais pour les anonymes, c'est très très important d'avoir le temps. D'avoir du temps, de ne pas être pressé, de ne pas être, quand vous vous retrouvez pour la première fois derrière une caméra, c'est très très stressant. Vous voyez, vous n'avez pas... Et ça change une posture, ça change une personnalité, enfin la caméra change tout. Et donc il faut donner du temps au temps. Il faut s'habituer déjà, il faut pouvoir s'habituer. Et ce n'est pas, et ça vous le constatez avec les gens qui ont l'habitude de la parole, surtout les politiques en particulier, c'est que ce qui semble spontané n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant ni vrai justement, puisque ce sont des réponses fabriquées. Des éléments de langage, madame. Ce sont des éléments de langage, exactement. Je ne voulais pas employer le gros mot. Voilà, c'est exactement cela. Donc, si vous voulez aussi, avec des personnalités habituées à parler, il faut avoir du temps pour pouvoir justement aller là où ils n'ont pas forcément envie d'aller. C'est la différence entre les anonymes et on va dire, les personnalités publiques. Pour autant, vous voyez, à chaque fois, c'est le temps qui donne en tout cas la sincérité ou les éclats de vérité, parce que la vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais des éclats de vérité, voilà, qui sont intéressants. Là, justement, vous dites la sincérité, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu parfois l'impression que ça manquait de sincérité, ce que vous avez, les moments que vous avez partagés? Oui, bien sûr que ça arrive. Bien sûr, dans les premiers, justement, non pas avec des anonymes, mais avec des personnalités qui sont rompues à l'exercice de l'entretien. Ouais. Donc, bien entendu, c'est pour ça que j'ai toujours donné ce temps-là, parce que je savais que les premières réponses étaient déjà une chose, enfin, voilà, déjà entendue, rabâchée, etc., fabriquée, qui ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, je continuais à... C'était ça votre démarche, en fait, puisque vous dites je suis une journaliste, donc avant tout cet entretien, il était informatif, ou en tout cas il cherchait à présenter des choses à l'audience. Votre démarche c'était quoi? C'était j'aimerais faire connaître. D'où vient l'idée? Parce que c'était une idée... Alors, tout dépend de quoi parle-t-on. Si on parle, vous voyez, c'est très différent. Si on parle d'émissions comme Ballet Masque ou Vie privée, vie publique ou des documentaires, enfin, vous voyez, c'est automatique. Là, en l'occurrence, je parlais de Ballet Masque. Ballet Masque. Alors, Ballet Masque, au début des années 90, c'est vraiment un magazine de société qui veut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. C'est un magazine de société qui a cette particularité, c'est qu'il part du témoignage intime. Et surtout des anonymes, de ceux que l'on n'entend pas à la télévision dans les années 90. C'est quand même une certaine... Oui, c'est ça, début 90, c'est une certaine classe de la société, plutôt un petit peu bourgeoise, etc., qui s'exprime à la télévision. Et c'est vrai que je veux donner la parole à tout le monde. Je veux surtout lever les tabous, dire ce que l'on n'entend pas. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de parler de ces grands sujets de société qui faisaient aussi, dont vous savez bien que les secrets, ça fait souffrir les gens. Donc, voilà, lever le voile sur l'homosexualité, sur le transgenre, sur les violences faites aux femmes, le viol. On a abordé tous ces sujets-là. Aussi des grands sujets de société, parce maintenant, on se dit, oui, c'est l'évolution de la société. Mais vous voyez, au début des années 90, en 92, l'une des premières émissions était sur le droit de choisir sa mort. Oui. C'est quand même très actuel. Est-ce que vous avez quand même pas l'impression, avec le recul, que c'était le moment où l'époque passait un cap? Parce que le fait que vous arriviez, bien sûr, pas seulement vous à avoir l'idée, mais qu'on vous laisse le temps d'antenne pour la faire, qu'on vous donne les moyens de le faire, c'était quand même un pivot, oui, bien sûr, charnière. Quoi. Bien sûr. Il faut replacer les années 90. C'est juste, le tout début des années 90. C'est juste avant. On commence à parler du SIDA. Vous voyez, on en parle. Oui, il y a cette explosion de sida, parce que j'ai fait une émission sur en 92. Je me souviens.
Je me souviens de cette émission. Avant le SIDAction, parce que le SIDAction a eu lieu l'année d'après, vous voyez. Donc le sida commençait à arriver. On était déjà, des choses se disaient, sortaient tout, parce que c'est arrivé à la fin des années 80, mais on en parlait très très peu. Voilà. Il y a un changement, oui, il y a des portes qui s'ouvrent. Je pense que là, il y a eu vraiment un cap. Il y a eu un schisme qui s'est fait dans l'ouverture, l'envie d'ouvrir un petit peu les vannes, si je puis dire. Oui, c'est vrai, vous parliez du sida, mais il y a eu l'homosexualité, on en a beaucoup plus parlé, on l'a beaucoup plus considéré. Oui. Moi, je me souviens avoir fait aussi une émission sur l'inceste, bien sûr, mais surtout les violences faites aux enfants et le viol. Le viol que subissaient beaucoup d'enfants, parce que c'était impressionnant. J'avais eu les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur le nombre de petites filles et de petits garçons qui étaient violés au sein de leur famille. Et on a fait une émission, et là, franchement, bravo aussi à ceux qui dirigeaient la chaîne, puisqu'ils m'avaient donné l'autorisation d'en faire un prime, c'est-à-dire vous arriviez à 9h moins, ou 8h30, peut-être 20h30 à l'époque. 20h30, je pense, dans tous les foyers. Et vous aviez les témoignages de jeunes adultes, qui racontaient le calvaire qu'ils avaient subi au sein de leur famille, ou dans des institutions religieuses, ou pendant des colonies de vacances, ou avec le professeur qui les gardait après l'école. Je peux vous dire que ça avait fait... Maintenant, on a oublié parce qu'il n'y avait pas les réseaux, on en parlera, mais... Tous les journaux en avaient parlé, ça avait secoué vraiment beaucoup la France avec ces témoignages, et tout le monde découvrait l'ampleur. Mis à part, évidemment, certaines personnes qui me disaient mais vous êtes complètement obsédés, c'est un épiphénomène. Enfin, moi, je sais que... Et puis même, j'ai reçu des lettres on m'insultait en me disant mais comment vous pouvez parler de ça à une heure de grande écoute. Alors, ce qui s'est passé, je voulais vous dire, c'est qu'on avait mis, très important, parce que on avait mis à l'antenne, vous savez, le numéro d'appel. Ouais. Et pendant la diffusion, j'ai oublié le nombre, mais le nombre d'enfants, et la plus jeune avait 7 ans. Elle a profité que ses parents étaient absents. Vous voyez qu'elle a téléphoné, elle a appelé. Et le plus incroyable est que dans la foulée, vous avez tout un quartier du nord de la France. Des enfants qui ont dénoncé un système aussi où ils étaient, voilà. Et c'est arrivé à l'époque, c'est revenu par France 3, donc la chaîne des régions, voilà. Est-ce que vous aviez conscience, en appuyant sur ce bouton-là, quand vous entrez la première fois chez votre directeur de l'antenne, ou je ne sais pas qui a été votre premier interlocuteur, et vous lui dites, voilà, je voudrais faire ça. Est-ce que vous aviez conscience de ce que ça allait déclencher? Parce que vous dites, c'était clivant, en fait. C'est-à-dire, il y avait ceux qui trouvaient ça fantastique et qui étaient derrière vous, et puis il y avait ceux, parce que souvent, quand on est à l'avant-garde, on a un peu mal compris. Oui. Au départ, c'était très... Puis à un moment donné, il y a eu une discussion, est arrivée, vous savez, sont arrivés les reality shows, tout ça, donc il y a eu un peu confusion des genres et tout, et ce n'était pas très drôle de se retrouver au milieu de cette confusion-là. Voilà. C'est-à-dire la réalité montrée. Oui, enfin, la réalité, surtout mise en perspective, expliquée, analysée, pour la comprendre, pour mieux vivre, pour avancer, pour faire changer les lois. Justement, pour qu'il y ait une compréhension, parce que le but, moi, de mon magazine, en fait, j'étais une citoyenne engagée, c'était bien de faire bouger les choses. C'est d'alerter les pouvoirs publics pour qu'on prenne conscience de ces choses et que ça puisse, et qu'on puisse légiférer aussi. Mais votre regard de journaliste à l'époque, donc, se disait que les pouvoirs publics ne s'étaient pas suffisamment emparés de ces sujets-là. Oui, bien sûr, mais je le disais. Je l'ai souvent dit. J'ai invité parce qu'il n'y avait pas. Je crois qu'on a gardé, et souvent, moi-même, je participe un petit peu, je veux dire, à l'édulcoration de ça sur ma chaîne YouTube, en ne diffusant que des moments d'entretien, vous savez, de tête à tête. Mais en fait, parce que aujourd'hui, c'est sur YouTube, c'est un petit peu comme ça
En fait, vous communiquez. Bah oui. Mais pour autant, quand je dis magazine de société, vous aviez les témoignages de personnes qui étaient entrecoupées de reportages. On allait voir comment ça se passait, comment les traitements, etc. Donc, vous voyez, et on allait à chaque fois, une fois à l'étranger, pour montrer comment le problème, par exemple, sur le viol, c'était très intéressant, ou les violences faites aux femmes. Au Canada, ils étaient très en avance sur nous. Ouais. Très en... Et donc, on le montrait, vous voyez, à chaque fois. Et il y avait des spécialistes qui venaient aussi se joindre, vous voyez, pour discuter. À vous écouter, on se rend compte, de la conviction et l'engagement qu'il a fallu pour monter ces émissions-là, parce que tout à l'heure vous les avez énumérées, il n'y en a pas eu qu'une, hein. Il y a eu plusieurs concepts qui se ressemblaient, mais qui... Oui, vie privée, vie publique, il y avait plus... C'était la même chose, puisqu'on partait du témoignage, effectivement, individuel, mais dans vie privée, vie publique, on va dire que le débat était plus large, et vous aviez de plus en plus, d'ailleurs, de personnalités qui participaient à l'émission. Ça ne devait pas être simple, ça, d'ailleurs, de leur expliquer que eux qui mettaient un point d'honneur, d'ailleurs, puisque il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas cette culture de la mise en scène de sa vie privée quand on est une personnalité publique. Ça n'a pas dû être simple toujours de leur dire, bon, on va parler de toi, là. Ce n'était pas évident. Voilà. Mais c'était un moment, pareil, c'était un moment de bascule. Enfin, moi, j'ai toujours, je pense, du temps, vraiment. Voilà, j'étais à ressentir un peu ce qui se passait. Et quand j'ai lancé Vie privée, vie publique en 2000, c'est que justement, les quelques années auparavant, il y avait eu l'affaire Bill Clinton, il y avait eu déjà la vie privée, enfin la vie publique. On questionnait les politiques. Il y avait Internet arrivé. On mettait des caméras, vous savez, dans les rues des villes, justement. C'est le début de ces magazines qu'on appelle People. Oui. En France, ils sont arrivés beaucoup plus tard, mais dans certains pays anglo-saxons qui nous entourent, ils étaient déjà présents. Et il y avait la photo volée, le témoignage du voisin. Ça commençait un petit peu. Tout à fait. Et puis alors, ça va vous amuser, c'est que la première émission, on a oublié, mais de vie privée, vie publique, la toute première était consacrée à un programme de télévision qui s'appelait Gran Hermano, ça veut dire grand frère, qui était diffusé en Espagne, et j'avais fait venir les personnes qui avaient participé à ça, ainsi que la journaliste qui animait cette émission. Et donc, Gran Hermano, c'est l'original du Loft. Du Loft, ouais. En fait, c'est le Loft en Espagne. Et la première émission de vie privée, vie publique, c'était, écoutez, voilà, il y a un phénomène qui se passe où on enferme des gens et on les filme comme des petites fourmis et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la télévision qui s'invite vraiment, mais alors là, dans un intime en plus fabriqué, puisqu'on enferme des jeunes, etc. et tout. On les caste en plus. Ils sont vraiment cassés, puis même après on apprend que de toute façon même les répliques sont écrites. Enfin on est loin. On a appelé ça le reality show. Oui, mais c'est très très loin. C'est de la fiction en fait. C'est une espèce de fiction, etc. Mais donc c'était hyper intéressant. On a fait cette émission et je me rappelle que tous les journaux en France qui en avaient parlé disaient voilà, ça n'arrivera jamais en France. Et l'année d'après, on avait le Loft sur TF1. C'est tellement drôle. Est-ce que d'ailleurs ils se sont les grands patrons de télévision se sont engouffrés un peu vite dans la télé-réalité ou pas selon vous? Oui, ils sont allés. Enfin, c'est-à-dire que c'est surtout là pour le coup, il faut différencier le privé du public parce que c'est la télévision privée, qui bien sûr, et la télévision publique a très très longtemps résisté, mais très longtemps. Je me souviens que c'était, voilà. C'était quelque chose qui était... C'était le mot à pas prononcer. À ne pas prononcer, il était banni. Puis après les choses se sont... il reste toujours des différences, mais tout ça, c'est... La télévision publique, justement, à laquelle vous avez grandement contribué, la télévision publique, est-ce que c'est une culture très différente de la télévision, alors vous disiez privée, ou de la télévision en général ? Est-ce que ça a une identité particulière, la télévision publique ? En tout cas, celle que j'ai... Vous savez, moi, j'ai travaillé pour le privé comme pour le public. TF1 privé, TF1 public et ensuite privé. Et c'est amusant, tous mes grands documentaires, la série Crimes et Passions que j'ai faite dans les prisons, où justement, on parlait
quand même de choses très 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 violentes, puisque c'était Marquantes, des en tout cas, personnes oui. voilà, qui avaient tué la personne qu'ils étaient censés aimer, qu'ils avaient fait disparaître. Donc bon voilà, j'ai fait la série aussi Prostitution dans les rues de Paris, toutes ces grandes séries, et même Le Passé retrouvé qui était différent, où je suis partie avec des artistes comme Guy Bedos, Yannick Noah, Charles Aznavour. Je suis partie Sur les traces de leur enfance, donc dans le pays d'origine ou alors où ils avaient grandi. Je l'ai fait pour TF1. Ce sont des séries que j'ai faites pour TF1, vous voyez, auparavant. Donc, c'est-à-dire que pendant tout... Pardon, j'ai oublié de vous dire, ma première production en tant que productrice, quand j'ai lancé MD Productions, c'était sur la prostitution. Et alors, là aussi, vous allez voir comme tout a bougé, les lignes ont vraiment bougé, puisque cette série a été coproduite par l'équivalent d'Arte, ça s'appelait la 7 à l'époque, donc oui. Arte, et TF1. Et à tour de rôle, je crois qu'il y a une coproduction dans toute la, vous savez, dans toute l'histoire de la télévision entre ces deux chaînes. Et à tour de rôle, ils ont diffusé cette série, ce qui est totalement aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est très peut-être que ça reviendra, mais il y a eu toute une période où TF1, Arte, franchement, on n'était pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes programmes. Donc, j'ai vraiment connu toute cette évolution où il y avait vraiment des différences très, 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 très marquées. Où le maître mot pour la télévision publique, c'était faire de la télévision de qualité. Grand public. C'était ça. C'était de qualité, grand public. Débrouillez-vous avec ça, mais il faut voilà. Mais moi, je dois dire que ça m'allait très bien. De qualité, ce qu'on entend en creux, c'est on n'utilise pas de recettes qui sont trop populistes. On ne fait pas de spectaculaire, on ne fait pas de scoop, on ne fait pas de... Voilà, on n'est pas dans... Vous voyez, que s'est-il passé ? Elle a été violée, et puis après la pub, on vous dit ce qui est arrivé. Et oui, c'est quand même... C'était ça qui différenciait quand même à l'époque TF1, par exemple, de France 2, puisque moi j'étais Antenne 2, c'est pas France 2, Antenne 2. C'était... Vous aviez des émissions, vous voyez, c'est un peu comme Pepsi Cola et Coca-Cola, voilà, qui ont à peu près... C'était du Canada Dry, quoi. Voilà, et tout, mais on n'est pas du tout... En fait, la philosophie n'est pas du tout la même et le résultat n'est pas du tout le même. Alors, justement, ça tombe bien que vous parlez de philosophie, parce que philosophiquement, l'évolution de la façon dont nous, publics, nous consommons l'information aujourd'hui, a engendré, alors je dirais pas des dérives, mais en tout cas des conséquences, ce que les Américains appellent ça des side effects, qui sont assez néfastes. Est-ce que vous croyez, vous, à la possibilité aujourd'hui, quand même, de maintenir une part de vérité dans tout ce qu'on fait ? Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même l'endroit où on peut dire tout ce qu'on veut sans vérifier. Mais bien sûr, mais tout a changé. Vous me demandiez tout à l'heure, et je ne vous ai pas vraiment répondu, justement, comment j'avais amené des personnalités à témoigner, à se dire confier. Certaines choses. En fait, ça s'est fait assez simplement et j'entendais toujours... Vous allez voir, ça a changé, c'est une façon de vous répondre. Ouais. Mais dans les années 2000, j'entendais beaucoup les artistes, d'ailleurs ils venaient en nombre, me dire que, en fait, ils en avaient un petit peu assez d'avoir une image qui était faussée par les journaux People, etc., qui donnaient une fausse image d'eux. Voilà. Et ils avaient envie de vérité. Ils avaient envie de se raconter aussi eux, mais de ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire d'être plus proche de leur vérité. C'est vraiment, je peux vous dire, c'est de façon unanime d'eux-mêmes que, je le dis au passage parce que c'est quand même important, dans les années 90, c'était beaucoup de femmes qui témoignaient, et à partir des années 2000, c'était vraiment, j'avais autant d'hommes que de femmes. Donc les hommes ont accepté à un moment donné de parler de leur fragilité, de se montrer aussi comme ils étaient. Donc il y a eu, vous voyez, un petit bouleversement. Et là est arrivé Internet, sont arrivés les réseaux sociaux. Et franchement, on va dire, il y a 5 ans environ. Vous voyez, c'est long quand même. Enfin, moi, je n'ai pas senti vraiment de différence. Enfin, moi, dans mes entretiens, etc., ou en tout cas dans l'approche des choses et tout. Alors que ça avait commencé il y a bien plus longtemps que ça, les réseaux. Mais
évidemment, il y a maintenant une comment dire, une façon d'aborder on appréhende le réel de façon totalement différente. De toute façon, les jeunes artistes communiquent eux-mêmes. Alors c'est ça, c'était ce que j'avais envie de vous demander. Vous qui êtes femme de médias, est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, y compris les personnalités publiques, se sont dit « je n'ai pas besoin de porte-parole » parce que pour pouvoir atteindre le public, je suis obligée de passer par le prisme de gens qui ne sont pas moi. Est-ce que ça n'a pas été aussi le terreau sur lequel les réseaux sociaux se sont développés ? Mais bien sûr. Mais bien entendu, bien sûr, vous avez raison. Parce que Donald Trump, là, il dit, moi j'ai mon compte Twitter où j'ai mon... Oui, sauf que c'est pareil, c'est la même chose. C'est que si vous ne passez pas quand même... Enfin, vous voyez, c'est la parole donnée à tous, à n'importe quel moment. C'est aussi dire n'importe quoi, vous pouvez raconter n'importe quoi sur vous. Donc, c'est toujours intéressant. L'interview est toujours intéressant, puisque c'est quelqu'un, vous passez par le prisme de quelqu'un d'autre qui va vous interroger là où ça fait mal. Parce que l'idée, ce n'est pas que d'aller non plus dans le... Vous voyez, dans le sens de la personne. En philosophie, on dit l'entretien, quand il est véridique, il a aussi des sujets inconfortables. Mais bien sûr, mais évidemment. Donc moi, quand je suis avec un anonyme qui me fait l'honneur de parler de sa souffrance, parce que c'est, vous voyez, qui a confiance, etc., évidemment, à un moment donné, je sens là où je ne vais pas aller, parce que ça va faire trop mal, ou alors avec son autorisation, parce qu'il dit « Ok, je veux y aller ». Vous voyez ? Lorsque vous êtes face à un politique, c'est une démarche autre. Parce que vous n'avez pas à lui demander est-ce que je vais vous faire mal là, etc. Puisqu'il doit rendre des comptes quand même. Voyez. Et vous avez un souvenir à un moment donné d'un questionnement avec un politique qui a un peu tourné à pas à l'affrontement, mais en tout cas où vous avez comme ça des moments où vous vous êtes dit là, j'ai appuyé là où il fallait. Oui, à plusieurs reprises. Je n'ai plus en mémoire mais c'est la sensation. Je me souviens par exemple de Jean-Luc Mélenchon, c'était amusant. Je vais lancer une émission qui s'appelait On connaît la chanson avec les politiques. On connaît la chanson. Et je les interviewais à partir de chansons comme ça qui avaient compté tout au long de leur vie, mais pour parler justement, pour qu'ils se racontent. Et Jean-Luc Mélenchon m'a raconté avoir écouté pendant très longtemps la chanson de Carla Bruni, cette petite chanson qui j'ai oublié le nom. Quelqu'un m'a dit merci, voilà, et qu'il l'écoutait un petit peu comme un petit bonbon, un réconfort dans un moment de sa vie où il avait eu une dépression. Voilà, après avoir quitté le gouvernement, etc. et tout. Et puis j'ai commencé à l'interviewer parce que c'est hyper intéressant et tout. C'est vrai qu'il s'est... C'est une porte ouverte. Il s'est énervé parce qu'à un moment donné, il me dit oui, mais vous allez rapprocher de ça de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Et je disais mais non, enfin voilà. Et là, c'était, il avait ouvert la porte de quelque chose qui était très intéressant et en même temps, il a eu du mal à s'y engouffrer. Parce qu'il a eu peur que ça soit récupéré politiquement. C'est ça. Et pour répondre, je n'ai pas fini de vous répondre auparavant, mais pourquoi aussi, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Même si je vous dis, moi, je sais pas, j'ai peut-être parce que je les connais tellement, je les ai interviewés, donc il y a une espèce de confiance et tout. Mais pour autant, les gens font très très attention maintenant. Ils ont peur du buzz, de la petite phrase qui va être reprise, hors du contexte, qui va passer en continu. Vous voyez, et ça change les choses. De même qu'ils vont préparer. Ça, moi, je ne le fais jamais, mais je vois que franchement. Toutes les personnes qui sont rodées comme ça à cet exercice arrivent avec des phrases toutes faites parce qu'ils savent que ça va être repris, justement. Vous voyez ? Alors, c'était peut-être un peu votre atout. C'est que vous me disiez tout à l'heure, moi j'essayais de leur parler de choses différentes ou en tout cas qui allaient au-delà de leurs éléments de langage. C'est peut-être ça un peu aussi le problème. C'est qu'aujourd'hui, on sait sur quoi on va être questionné. Est-ce qu'il y a vraiment une manière, comme vous l'avez eu en 90 et en 2000 ensuite,
Est-ce qu'il y a encore des choses à explorer dans l'entretien, dans le format, mais tout le temps, parce que la vérité, elle est toujours étonnante, elle est toujours autre, elle est toujours, bien sûr. Alors vous, c'est la vérité, votre le moteur. Témoignage, il est éternel, il existera toujours, le portrait existera toujours, parce que c'est la façon, c'est votre regard. Vous voyez, quand vous me disiez, est-ce qu'il y a des choses et tout, ben oui, bien entendu, parce que si vous considérez que la vérité, c'est celle-ci, vous voyez, c'est le pot que l'on regarde, bon, il n'y a plus de création, il n'y a plus d'artistique. L'art, la création. Oui, mais le pot, vous le voyez-vous de votre côté, moi je le vois de voilà, là. mais justement, et l'intérêt, c'est de donner à voir et à entendre autrement. C'est pour ça qu'il existe des tableaux et autant de tableaux différents, autant de romans différents, autant de documentaires différents. Vous prenez le même sujet, vous faites 10 films différents en fonction, c'est ça enfin, moi, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, je reviens au documentaire, là, mais c'est ce que j'aime dans le documentaire, c'est que ça donne à voir et à entendre d'une autre manière. Vous découvrez d'une autre façon, vous voyez les choses. Bah oui. Et donc ça, c'est éternel, parce que c'est cette création que vous pouvez mettre de même dans l'entretien. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais toujours du documentaire, je continue à faire des documentaires. J'aime ça parce que c'est toute une part, justement, c'est comment vous intervenez sur le réel. C'est cette télévision du réel, mais avec ce regard d'auteur. Et ça, c'est formidable. C'est à l'infini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceux qui disent que la télévision vit une crise, en tout cas l'audiovisuel, parce que vit une crise, vous leur répondez, ok, mais il y a quand même un avenir. Mais bien sûr qu'il y a un avenir. J'ai envie de vous dire, mais moi, dans les années 90, quand je suis arrivée, moi, avec mon concept de Ballet Masque, la première chose qu'on m'a dit, c'était que le titre n'allait pas. Ils avaient d'ailleurs... non, n'allait pas, parce que j'ai un peu oublié. Le titre ne parlait pas. C'est extraordinaire. J'ai encore gardé c'était une enquête, enfin, vous savez, une enquête interne qui était menée comme ça pour essayer de voir si le titre allait fonctionner, etc. J'ai gardé ça, je l'ai. Comme quoi, ça ne marcherait pas, ce titre. Donc, vous voyez... Rappelez-moi, Ballet Masque, c'est quand même presque 10 ans, hein. C'est presque 10 ans. Non, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Après, il y a eu la vie à l'endroit, vie privée, vie publique. J'ai l'impression que vous les avez... parce que ça a été, voilà. Parce que ça a eu un retentissement. Voilà. Et parce que Ballet Masque, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Voilà, on lève le masque et on parle vrai. Et surtout la chose que l'on m'a dite, même si on m'a laissé faire, c'est tu ne crois pas quand même, enfin vous ne croyez pas que c'est un peu long là ces entretiens, tout ça, ce temps de parole, est-ce que les gens vont t'écouter? On m'a dit la même chose quand j'ai lancé Vie privée, vie publique en 2000. On m'a dit la même chose en 2010 quand j'ai fait l'hebdo, etc. Mais tu crois que les gens vont écouter, on va... Et alors, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui que j'ai lancé avec Lina cette chaîne YouTube, qui a un grand succès d'ailleurs, qui marche très très bien, très très bien, où on reprend des extraits, où chaque mois j'interviewe, et ça j'aime beaucoup faire ça, retrouver des personnes que j'ai interviewées il y a 20, 30, 40 ans pour voir ou leur évolution ou l'évolution de la société. Écoutez, on me les demande de plus en plus longues. On a commencé par des entretiens d'1 quart d'heure, on en est à 40 minutes. Et ça fait partie moi je le sais par YouTube, ça fait partie justement des programmes qui sont regardés le plus en longueur. C'est-à-dire qu'il y a un public aussi pour ça. C'est vrai qu'on vit une époque où il y a le diktat du temps, de la rapidité, de la synthétique, qui existe, mais pour une certaine catégorie de choses. Ce que j'entends quand vous me parlez, c'est la robotique, l'intelligence artificielle a ses limites. Le stéréotype, en tout cas une certaine forme d'intelligence à ses limites, là où la sensibilité, la curiosité entrent en scène. Bien sûr. Et que ça, si on fait les choses bien et qu'on pose la bonne curiosité sur la table, ça maintient les gens. Mais bien sûr, c'est ça, c'est qu'il faut que l'entretien, vous savez, soit... Enfin, moi, je pense que c'est le documentaire qui m'a donné ça. Ouais. C'est que l'entretien soit mené un petit peu comme vous mènerez une fiction. C'est-à-dire, vous voyez, avec le climax, enfin, au début, vous ouvrez, vous racontez un petit peu, ça monte en intensité, et puis, voilà, vous allez découvrir des choses, etc. Il faut raconter l'entretien. Enfin, il faut le personnifier aussi. Le personnifier. Il faut qu'à un moment donné, la personnalité de celui qui est face à vous, elle puisse s'exprimer. Bien entendu, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais alors, c'est vrai que c'est un exercice compliqué que vous me faites faire, parce que, en fait, parce que je ne sais jamais si je parle d'anonyme, si on va parler, vous voyez, de personnalité, si on va parler de magazine, donc talk show, magazine de société ou documentaire. Parce qu'en fait, tout ça, tout est très différent.
Il y a une problématique, vous avez raison, commune, qui est aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, etc. Les réseaux, en plus les fake news, les deepfakes, enfin, etc. L'intelligence artificielle maintenant qui arrive là-dessus, enfin, donc on est... Donc on ne sait plus vraiment si c'est vrai, si c'est pas vrai, si... Voilà. En même temps, la force des réseaux sociaux, vous voyez, c'est que c'est aussi ce qui s'est passé avec MeToo, etc. Ouais. Moi, pendant des années, j'ai parlé de on en parlait aussi dans les journaux. Ouais, et puis ce sont des plateformes, parce que là vous parlez de YouTube. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être sur une antenne linéaire de télévision pour avoir une part de voix. Exact, la preuve. Mais vous voyez, ça peut donner, les réseaux donnent un écho, en tout cas quand il y a quelque chose à défendre, etc., que l'on n'avait pas à l'époque. Et en même temps, bon voilà, c'est tout et n'importe quoi. Vous disiez évidemment, n'importe qui peut prendre la parole, toutes les paroles, vous avez un mélange de tout le monde peut, vous voyez, intervenir, toutes les paroles se valent. Alors c'est dur de dire que peut-être pas. Toutes les paroles, en tout cas, on peut... c'est n'importe qui. N'importe qui peut avoir la parole, et moi ça a été le sens de mon travail, c'est que tout le monde justement a droit à l'expression, mais pas n'importe comment. Mais pas, voilà. C'est juste ça la différence. Parce que on a reçu il y a quelque temps un spécialiste des réseaux sociaux qui nous expliquait, avec chiffres, statistiques à l'appui, que sur les réseaux sociaux, on entend plus les contestataires, c'est-à-dire ceux qui sont dans la négatif, ceux qui sont dans le contre. Oui, qui vont hurler, qui vont ramener. Et c'est là où je reviens à ce que vous dites, c'est-à-dire pas n'importe comment, c'est-à-dire que le modèle des réseaux sociaux de cette voix incontrôlée, ou en tout cas, incontrôlée c'est un mot négatif, mais en tout cas cette voix qui n'est pas entretenue, cette voix finalement, c'est à celui qui crie le plus fort. Voilà, c'est exactement ça, c'est la foire d'empoigne. C'est vous voyez, à celui qui crie le plus fort, exactement. Et quand vous me disiez tout à l'heure pourquoi du temps sur les plateaux, justement, quand je réunissais en plus des anonymes avec des personnalités, vous voyez, eh bien pour avoir justement que les anonymes aient la même chance et le même temps de parole, je laissais ce fameux temps au temps pour qu'ils puissent apprivoiser l'outil, pouvoir parler, alors que les autres, justement, qui parlaient plus fort, des personnalités qui sont rompues à l'exercice, pouvaient complètement les étouffer. C'est la même chose. C'est que c'est toujours la loi du plus fort. Or, la loi du plus fort, c'est la sauvagerie. Oui, c'est ça. C'est un état sauvage. Il y a moins d'intelligence, en tout cas. Évidemment. Bien sûr. Ça a toujours été. Et alors, les chaînes, je suis désolée de dire ça pour des collègues, mais sur les chaînes info, vous voyez, les chaînes info vont dans ce sens aussi. Parce que l'info en continu, qu'est-ce qui se passe ? Il faut, vous voyez, alimenter votre chaîne toute la journée. Donc, les micros sont tendus à ceux qui vont aussi crier le plus fort. Vous voyez, on n'est pas dans... Alors là, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Les micros sont tendus aussi à ceux qui les acceptent. Oui. Et du coup, on n'a pas toujours la garantie que les gens acceptent la parole pour les bonnes raisons. Oui, aussi. C'est, quand on est devant les chaînes d'infos aujourd'hui, quel est l'inconvénient que vous y voyez, à part ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut remplir l'antenne, ce qui est un peu la chasse au scoop. Ce que j'y vois, c'est maintenant, c'est quand même, c'est ça, c'est à celui qui, vous voyez, qui sortira à l'info. On l'a vu sur plusieurs affaires, en tout cas ces dernières années. On voit bien, c'est celui qui va avoir le dernier témoignage, le truc et tout. Donc ça les amène à riper automatiquement. Il y a une grande influence anglo-saxonne là-dessus. Oui, aller camper devant la personne, une personne, on ne devrait même pas voir là où il habite, aller interviewer des gens qu'on n'a pas envie d'entendre. Bien sûr, ils vont parler pour se mettre, vous voyez, pour juste être à l'antenne, mais ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire là. Et vous avez de très bons journalistes, vous les voyez tout à coup dans des situations, vous dites, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il se met dans cette situation ? Pourquoi il se met dans cette situation ? On n'a pas envie de le voir ou de la voir à ce point se rabaisser. Vous voyez, enfin bon, c'est compliqué. Ça, c'est très très compliqué. C'est compliqué, mais vous qui avez été productrice, est-ce qu'il y a, ou qui l'êtes encore d'ailleurs, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes pas censuré, mais en tout cas, vous avez dit non, ça, moi, je suis pas prête à le faire? Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation. On m'a proposé... Pas celle-là spécifiquement, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit non, là, franchement, j'irai pas?
Oui, bien sûr, sur certains, bien sûr. Je pense qu'il y a, je ne les ai pas là en tête, mais il y a certains sujets où, vous voyez, où je ne suis pas allée, ou en tout cas, ce n'était pas le bon moment. J'ai dit productrice, c'est plus important que journaliste parce que la productrice, elle donne les moyens. Bien sûr, bien sûr. Donc le journaliste, bien sûr. Mais moi, c'est tout ça, vous voyez, ça cohabite. Parfois, il y a justement des discussions entre moi et moi. C'est ça, quand on est les deux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être un moment où c'est un peu schizophrénique, mais un peu quand même. Oui, mais moi, j'ai trouvé ça, justement, moi, je n'aurais jamais pu faire autrement. C'était une façon d'être libre. J'ai toujours dit, quand je suis devenue productrice, c'était dans les années 90, c'était pas facile, hein, vous n'aviez pas d'animatrice productrice, ça aussi c'était pas évident, hein, d'aller. Oui, vous avez inventé un modèle. Oui, c'était compliqué, franchement. Hein, arriver dans les chaînes, discuter des budgets, tout ça, on vous regardait avec un petit sourire aux lèvres parce que vous étiez une femme et que l'argent c'était encore une histoire d'homme. Hein, c'est vraiment ça, je l'ai ressenti beaucoup. Donc ce n'était pas évident, mais j'ai trouvé ça passionnant parce que je voulais justement avoir cette liberté. Je n'ai jamais travaillé à l'intérieur d'une chaîne comme journaliste, justement parce que je voulais avoir moi ce recul, cette liberté, pouvoir fabriquer, apporter des concepts. Et j'ai toujours travaillé. C'est pour ça que je me suis évité bien des soucis en apportant mes propres concepts. Je n'ai pas adapté des concepts des autres. Je les ai et sur les thèmes, je les ai toujours choisis aussi, puisque j'étais directrice. Vous étiez votre propre chef, en fait. Oui, bien sûr. Et responsable en même temps. Oui, j'étais ma directrice de rédaction. Voilà. J'étais, vous voyez, du coup, je savais où je pouvais aller, voilà. Et une fois, je crois, je me souviens dans Bal et Masque, je sais plus, est-ce que c'est une émission sur les fantasmes, enfin voilà. Finalement, bon, vous savez, j'y suis allée, et puis quand je l'ai faite, je me suis dit, bon, ça, franchement, elle n'était pas indispensable, elle n'était pas nécessaire, on va peut-être l'oublier. Non pas qu'il y ait honte, vous voyez, là, il y avait quand même, on restait quand même dans une certaine tenue, mais je me suis dit, bof, là, franchement. Ça n'a pas donné ce que je pensais. Voilà, c'est ce qui peut arriver lorsque vous devez faire des émissions toutes les semaines ou tous les jours et de temps en temps. Alors, quand vous avez parlé de liberté, c'est la première question à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'on peut être libre quand on a un peu la pression moi j'appelle ça la pression de la répétition. Parce que c'est bien, hein, on a parfois des super idées, des choses, et on se dit qu'à l'usure de la répétition, ça va être la fausse bonne idée. Oui. Et ça, il faut faire attention. Moi, c'est pour ça que je vous disais à l'instant, j'ai refusé on m'a proposé à plusieurs reprises, vous voyez, de présenter des access, qu'on appelle l'access prime time, d'avoir avant la soirée. Oui, des quotidiennes, ce qu'on appelle les quotidiennes à différents l'ancêtre de Yann Barthès, quoi. Voilà, on me l'a proposé, tout ça. On m'a proposé aussi en radio les quotidiennes, etc., en télévision et tout. J'ai toujours dit non. Alors moi, j'ai toujours dit non. Parce que je ne voulais pas me retrouver dans cette situation à un moment donné de... Vous voyez, bon, moi, j'appelle ça la pression de la répétition. La pression de la répétition. Et la pression de la répétition, elle peut vous faire commettre des erreurs, y compris à l'insu de votre plein gré. J'adore cette expression. C'est pour ça, mais on peut toujours résister. Je ne me donne pas du tout, vous voyez, comme modèle, parce que j'ai dû, moi aussi, par moment, certainement, avoir une mauvaise question, riper, etc., bien sûr. Mais... en tout cas, vous pouvez toujours résister. C'est ça que je veux vous dire. C'est que on peut toujours dire non. On peut toujours dire non. Et est-ce que quand on est... Oui, j'en suis certaine. Mais est-ce que quand on est à l'instigation du concept, qu'on l'a fait vivre, qu'on l'a développé, qu'on l'a nommé, etc., est-ce que c'est facile de se dire, bon, là, on arrive au bout? Oui. Ah oui. Parce que finalement, tout à l'heure, vous me dites Bal et Masque, c'était 4 ans. Et moi, vous voyez, dans mon imaginaire, c'était beaucoup plus. Donc, il y a bien un moment où vous vous êtes dit, bon, là... Là, ça s'est arrêté pour d'autres raisons. D'autres raisons. Oui, c'était la crise des animateurs-producteurs. C'est encore d'autres raisons. Sinon, moi, je l'aurais... Parce que la logique économique est toujours prévaut. Hein, mais... Oui. Mais c'était bien que ça s'arrête parce que moi, c'est une émission qui a pris beaucoup sur ma vie. Ça m'a beaucoup... C'était la première fois que j'étais très impliquée, Oui. Avant, je faisais des documentaires, j'avais le temps de récupération. Vous voyez, après 1 an d'investigation dans les prisons, etc., je sortais franchement lessivée, mais j'avais quelques mois pour me remettre. Là, vous enchaînez des histoires dures. Je me souviens aussi du petit Élie, les enfants et la guerre, qui avait été meurtri par la guerre au Liban. Enfin, j'enchaînais vraiment des choses
il y avait des choses plus amusantes, des sujets plus légers, mais pour autant, quand même, c'était lourd. Et au bout de 4 ans, j'étais vraiment très, 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 très fatiguée mentalement. C'est comme si ceux qui nous écoutent ne se rendent pas compte, mais peut-être. Parce que c'est un métier très particulier, hein, l'interview. Mais on ne sort pas indemne surtout qu'on noue des liens. Enfin, moi, je nouais des liens. Donc, il y avait des liens qui... Voilà, il y a certaines personnes... Qui sont peut-être fugaces par moment, oui, mais qui existent au moment où ils existent. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai eu des liens qui ont duré dans le temps. Il y a certaines personnes qui ont travaillé dans ma société, que j'ai engagées. Après les entretiens ? Bien sûr, mais bien sûr. C'est toute une... C'est des histoires de vie, ça. Hein. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, des vraies histoires de vie. Donc il y a eu vraiment. Donc c'était quelque chose comme ça il y a eu des livres, certains livres qui ont été faits aussi avec certaines personnes, etc. Donc des liens comme ça qui s'étiraient. Mais moi, c'est vrai que j'étais très fatiguée. C'était une énergie que j'avais donnée, enfin réciproque certainement. Mais moi, je sais que j'étais. Vous me regardez au bout de. Même, vous voyez au bout de 4 ans sur quelques photos comme ça, je suis vraiment, on sent là, vous voyez, une espèce de fatigue intérieure. C'était les premiers temps des animateurs producteurs et j'ai beaucoup donné, ça a pris beaucoup sur ma vie. Justement, comment on continue de mener sa vie quand on est aussi engagé, alors dans des questions de société qui sont des questions de société importantes, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a une personnalité engagée aussi, et qu'on travaille autant. Comment on fait pour rester engagé dans sa vie ? Engagé, c'est-à-dire quel temps on consacre au sien, c'est ça et quelle qualité on arrive à trouver à ce temps Écoutez, moi, il s'avère que mon métier, c'est ma passion et que ce métier parle de la vie. En fait, je suis au centre de questions qui m'intéressent. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure pour l'émission... Le droit de choisir sa mort, c'est en interviewant des personnes que j'ai pris conscience de la nécessité de se poser la question, et je me suis moi-même engagée. Je suis et dans une association. Vous êtes dans le cœur de l'actualité aujourd'hui. Oui. Bien entendu, ça fait 30 ans que je suis engagée dans cette association. Donc, le droit de choisir sa mort, pour moi, c'est une grande question. J'ai été confrontée à cette question avec ma mère, qui est décédée à plus de 100 ans, et je l'ai toujours. C'est quelque chose pour moi qui est central. De toute façon, on ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. C'est exactement... c'est souvent ce qu'on dit. Bien entendu. On ne peut pas vivre sans penser à comment et pour moi, c'est un droit aussi essentiel que le droit à l'avortement. Voilà, c'est juste ça fait partie des libertés comme ça, individuelles, qui n'empiètent pas sur celles du voisin. Alors, c'est une question... Oui, c'était pour commencer à répondre. Pardon. Allez-y, parce qu'après, on reparlera de l'avortement, parce que c'est important. C'est important parce que... quand nous sommes des femmes et que nous parlons d'avortement et que nous disons que nous sommes convaincus, ça paraît tellement normal. C'est-à-dire que finalement, les gens nous disent t'es engagée pour l'avortement parce que t'es une femme. Bien sûr que non, ce n'est pas du tout, de toute façon, beaucoup de femmes il y a des femmes contre qui ne sont pas pour. Et sont contre, bien entendu. Ça dépend de l'idéologie, de la religion, de plein de choses. Bien entendu, on a oublié le combat de nos mères et de nos grands-mères, franchement, alors justement, qui était un vrai combat. Donc pour finir, quand vous faites un métier comme ça qui est au centre de la vie, déjà, c'est votre... Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de différence entre... Ce n'est pas... j'ai la chance, comme vous, on a la chance, on ne va pas à l'usine, vous voyez, empiler des petits pois, on ferme la porte, et effectivement, on a la vie qui commence après. Nous, on est dans la vie. C'est un métier formidable. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, ça fait partie de ma vie. Je n'aurais même pas pu concevoir un autre métier. Donc déjà, il n'y a pas une porte qui s'ouvre, une porte qui se referme. Puis après, vous essayez évidemment de garder d'équilibrer un peu de temps, de garder du temps pour les personnes que vous aimez. Mais j'ai essayé de faire les deux avec plus ou moins de réussite. Mais j'ai bien entendu essayé et je l'ai fait. J'ai toujours, vous voyez, par exemple, la chose pour moi la plus importante, c'est que j'avais dit à ma mère que surtout, elle n'irait pas en EHPAD. Seule, etc. Et donc, quand elle a eu 90 ans, je l'ai installée en face de chez moi à Paris. On a fait tout un déménagement. Et de 95 à 100 ans, elle a vécu avec moi, chez moi. Enfin, avec nous, avec mon mari.
mon beau-fils, etc. Mais elle était avec nous. Alors, et ça, voilà, ça c'est, oui, pour moi c'était la chose la plus importante, c'est de l'accompagner, qu'elle soit dans le cercle familial, et j'ai pu le faire à Paris aussi parce que j'avais les moyens de le faire. Donc j'ai conscience que je veux culpabiliser personne, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué par moment. Ça peut être compliqué pour le conjoint, enfin, et voilà, il faut avoir de la... Et financièrement. Donc c'est pour ça il faut avoir les moyens, il faut avoir la place de le faire et tout. Mais pour moi, ça a été l'un de mes grands bonheurs de pouvoir justement lui offrir ça. Et quand vous regardez en arrière aujourd'hui, même si il y a encore de nombreux projets, vous parliez de votre chaîne YouTube qui est et de votre accord avec l'INA, qui est quand même le témoignage du fait qu'on peut avoir des projets toujours encore. Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous vous dites tiens, ça je l'aurais pas fait comme ça? Pas tant que ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui regarde en arrière. C'est bien pour ça que je pose la question. Je vous dis, elle ne doit pas se la poser souvent. Mais non. Je regarde très peu en arrière, très bizarrement. Je regarde en arrière le passé quand on parle de l'enfance. Évidemment, il y a un petit comme ça retour en arrière. Je suis vraiment quelqu'un du temps présent. Et je ne suis pas du tout dans le futur non plus. Je suis pas du tout. Comment dire, c'est comme le passé. J'ai un œil sur le passé pour comprendre certaines choses. Je me projette de temps en temps sur certains sujets parce que ça m'intéresse, de ce que je ressens, l'évolution, etc. Mais vraiment, je suis quelqu'un du présent. Et pour réussir un entretien, puisque c'était le tout début de votre question, il faut vraiment être dans le temps présent. C'est-à-dire que le temps s'arrête. Vous êtes face à l'autre dans son regard, dans cette écoute. Vous voyez, plus rien n'existe. Vous ne pensez à rien d'autre. Rien d'autre. Moi, je ne suis que là. Là, je suis avec vous. Vous voyez, je suis concentrée depuis le début de l'entretien. Oui. Je ne vois pas autour ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas. Sauf s'il y avait vraiment un bruit énorme, etc. Mais je suis avec vous, tendue dans cette conversation. Et c'est ce qui m'importe. Et j'essaie de vivre de cette manière-là. Je suis toujours dans le temps présent, ce qui enlève beaucoup d'angoisse. Extraordinairement, ça vous... Il faut le faire, je pense. Oui, voilà. Parce que vous faites un métier dans lequel, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, on sort pas indemne de tous les entretiens, de toutes les questions qu'on aborde, des réflexions que ça suscite en nous. Donc, on fait un métier, vous faites un métier qui est un métier qui subit tellement d'interférences, tellement d'influences, tellement de... Alors moi, j'utilise parfois le mot pression, c'est peut-être pas... Quand je vous ai parlé de votre vie, c'est comment on fait, alors vous me dites je suis dans l'instant présent, mais comment on fait pour passer d'un instant présent à l'autre en gardant le cap en fait? Oui, en étant soi-même, en étant dans la vérité de soi-même. Moi quand je me regarde dans la glace, je me ressemble. Le temps passant, je me ressemble étonnamment. Voilà, j'ai l'impression de... Je vous confirme. Je ne sais pas, mais en tout cas, je parlais pas... Si vous me permettez, je vous confirme. Même pas physiquement, je parlais dans... Non, je parle dans l'entretien. C'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui, et c'est très rare d'avoir autant eu l'occasion d'écouter quelqu'un avec lequel on va avoir un entretien. C'est vraiment très rare, même si ce sont des personnalités publiques. Oui. Et surtout que vous étiez de l'autre côté de la barrière. Et c'est très rare de parler avec vous et de se dire... c'est comme si j'étais dans son émission, c'est la même personne. C'est ça, c'est-à-dire que je suis dans la spontanéité, enfin dans la spontanéité et la vérité du moment. C'est-à-dire que franchement, je me laisse guider par vous, je n'ai pas de schéma en tête, je n'ai absolument rien, je ne défends rien, si ce n'est ce que je ressens. Et non, votre profession quand même. Votre profession. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous défendez le statut du journaliste. Et l'éthique, et de se ressembler. Enfin, moi, j'ai toujours été, en accord avec moi-même, avec mes convictions, tout en écoutant celles des autres. Je ne veux pas, justement, j'ai essayé d'écouter. Mais moi, en tout cas, je suis... Quand je dis moi, c'est pas par mégalomanie, c'est pour j'ai toujours été centrée sur ce qui me semblait être l'essentiel, et je crois que c'est pour ça, qu'on perdure d'ailleurs, qu'il y a quelque chose c'est que malgré les modes, vous savez, c'est comme les artistes, c'est malgré les modes, malgré tout ce qui peut arriver, etc. Il y a quelque chose. Vous tirez un fil qui est vrai, qui est votre vie, qui est une certaine façon de voir les choses.
beaucoup de personnes s'y retrouvent, ou ceux qui ne s'y retrouvent pas s'en vont, mais et au moins vous tricotez quelque chose de... Et on sait où vous trouvez, en fait. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de ces conversations multiples des réseaux sociaux aujourd'hui. Pour exister, on disait qu'on n'avait pas besoin d'être sur une antenne linéaire, mais du fait, quand on n'est plus sur une antenne linéaire, il faut que les gens nous trouvent. Oui, donc il faut qu'ils cherchent une certaine chose que vous continuez d'apporter. Oui. C'était d'ailleurs très intéressant, moi, ce séjour ici, à Monte-Carlo, parce que j'ai rencontré, écoutez, aussi bien des Québécois hier qu'avant-hier, une avocate italienne qui vit à Rome, qui sont venus me voir en me disant c'est formidable ce que vous faites. Alors au début, avec l'accent italien, moi je parle italien, ma mère était italienne, donc on se met à parler italien et tout, puis je me dis mais vous me connaissez d'où? Alors elle me dit mais je suis, il y a longtemps que je vous suis, mais je vous suis sur YouTube. Et les Canadiens, la même chose, regardaient sur YouTube quand je rediffusais. Bon, ils m'avaient suivi à l'époque, mais ils me retrouvaient là. Ça, Mireille, c'est la magie de ce nouveau monde. Oui. Enfin, on dit nouveau parce qu'on a peut-être un certain âge, vous et moi, mais de ce monde actuel, c'est cette magie, c'est l'émancipation totale des frontières physiques. Et c'est ça. Et moi, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on fait du 15 minutes, 40 minutes, etc. C'est que quand vous sortez effectivement des conventions de la télévision obligatoires, parce que le modèle, c'est le modèle, et qu'il faut le faire marcher. Bien sûr, timé. Là, vous avez toute liberté de faire des entretiens de telle longueur. Ça, c'est absolument... Et voilà, c'est prodigieux de pouvoir faire ça aussi, et en dehors des grands diffuseurs. Vous voyez, c'est génial. Moi, je continue à faire des documentaires pour les grands diffuseurs aussi, parce que c'est ma passion. Mais de pouvoir, vous voyez, mener comme ça des entretiens... Bon, voilà. Pour l'instant, je retrouve ceux que j'ai interviewés, mais ça pourrait être tout à fait des nouveaux, autre chose, etc. Donc ça, c'est une liberté quand même qui est magnifique. Ben justement, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, même si vous n'êtes que dans le temps présent? Il y a quand même une suite. Bien entendu, mais de continuer avec le même entrain. La même passion, la même curiosité des autres. Voilà, d'être dans cet appétit de la vie. Je pense que lorsque cette curiosité m'aura quitté, eh bien là, je plierai bagage. Voilà, comme on dit poliment. Non, mais vraiment, c'est vraiment... Je suis pas sûre à vous écouter. Et là, ça fait un petit moment qu'on discute toutes les deux. Je suis pas sûre que cette curiosité vous quitte jamais. Non, mais en tout cas, si elle me quitte, ça voudra, voilà, je saurais que moi aussi, je quitte cette vie qui est absolument si enrichissante, c'est quand même extraordinaire d'être sur Terre. Et en même temps, moi, vous savez, j'étais donc... Je dirigeais le jury des documentaires et actualités, et on a vu l'état du monde, et c'est terrifiant. Tous les films parlent de guerre, de souffrance, d'injustice, de tout, bien sûr. Des journalistes d'investigation qui, au péril de leur vie, ont mené des enquêtes avec tout ce qu'on sait. Donc le monde, il est absolument, vous vous dites, mais nous sommes des sauvages, pire que vous voyez, on s'entretue. Je veux pas avoir une citation malheureuse, mais enfin, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà, mais pour l'argent, le pouvoir, tout ce que... Voilà, et à côté de ça, vous voyez, vous avez... C'est d'ailleurs très étrange de regarder tout ça, vous sortez, vous êtes dans les rues de Monte-Carlo, donc ça pourrait être aussi le sud de la France, mais bon, ici c'est en même temps le soleil, le bleu, la tranquillité. Voilà. Et donc voilà, c'est toute la juxtaposition de ces réalités qui fait aussi que cette vie est particulièrement saisissante. Je ne sais pas quel mot employer, mais en tout cas, moi, je vous dirais que on espère tous continuer à vous écouter. On espère tous continuer à apprendre de vous. On n'a pas eu le temps, mais on parlera transmission une autre fois. Et puis, c'est une façon. Vous m'avez fait parler de transmission, aussi, en fait. Ouais, en fait. Dans le fond. Oui, mais vous avez. Et YouTube, c'est ça, quand on parlait des. Vous savez, c'est ça, vous avez des jeunes. C'est toucher un autre public, ça c'est sûr. Oui, mais oui. Moi, quand j'ai vu que je pouvais toucher des jeunes de 20 ans qui écoutaient, qui me découvraient à travers YouTube, c'est une façon aussi de leur transmettre. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas que l'émancipation des frontières physiques, c'est aussi l'émancipation des générations. Ça, c'est vrai.
Voilà, il faut... Ça, c'est vrai, il y a une passerelle qui s'installe. Si on arrive à avoir la narration qui va bien, Exactement. il y a une passerelle qui s'installe entre des publics totalement inattendus. Ça, c'est vrai. Vous voyez. Et c'est une chance. Oui, je trouve ça formidable, formidable. Bon, en tout cas, bienvenue à Monaco. Et puis, j'espère qu'on vous y reverra. Oui, merci beaucoup. Merci Mireille.